Et un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce 3e numéro d'En route pour demain, votre nouveau rendez-vous dédié aux nouvelles mobilités, à la fois sur BFM Business et 01 TV. On est très heureux de vous retrouver. Bonjour Pauline. Bonjour François. Et alors au sommaire aujourd'hui, nous allons dans des villes où on ne veut plus de camions, on ne veut plus de diesel. Mais alors comment va-t-on pouvoir livrer les repas, les colis? C'est ce que nous verrons en plateau avec Julien Bonnet, notre spécialiste à BFM Business. Et puis on parlera de cette pandémie qui a complètement bouleversé notre manière de se mouvoir. Et on découvrira les innovations justement de demain qui vont arriver pour qu'on se déplace encore plus rapidement et plus facilement. Alors on reste en ville avec une petite voiture électrique low cost, c'est la Dacia Spring, c'est notre essai du jour. Voilà, très sympa. Et puis, on parlera de covoiturage. On sort petit à petit de cette pandémie. Le covoiturage revient à la mode. On va tout vous expliquer dans quelques instants. Merci d'être là. Eh bien, écoutez, c'est parti pour En route pour demain sur 01 TV et BFM Business. BFM Business et 01 TV présentent En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'En route pour demain sur 01 TV et BFM Business. Alors, on l'a vu pendant la pandémie, François, on s'est tous fait livrer nos repas à domicile. On a commandé plein de trucs, d'objets, surtout moi, je suis accro du shopping sur Internet. Et du coup, en fait, tout se pose des questions de livraison, puisque en ville aujourd'hui, on veut d'un côté plus de colis, mais on veut moins de bouchons, moins de pollution, on veut aussi moins de camions, moins de diesel. Alors, Julien Bonnet, bonjour. Bonjour. Journaliste mobilité automobile sur BFM Business. Alors, on va explorer avec toi la mobilité de demain et surtout la livraison de demain. Comment on va livrer en ville, justement, surtout sur ce dernier kilomètre qui est crucial, c'est-à-dire entre l'entrepôt du magasin et mon domicile. D'autant que, Julien, voilà, il y a de plus en plus de moyens de transport qui sont interdits dans les grandes villes. Oui, ça, on a un contexte qui s'accélère. C'est principalement symbolisé par les ZFE. Donc, j'explique un peu rapidement parce que c'est vrai qu'un récent sondage montrait que peu de Français étaient au courant finalement de ce que c'est, alors que c'est déjà en place dans certaines grandes villes et que ça arrive dans la plupart des grandes villes françaises. Donc, c'est l'acronyme tout simplement de zone à faible émission. Et finalement, c'est les grandes villes qui vont interdire la circulation de manière permanente à un différent niveau de véhicules. Donc, c'est selon les fameuses vignettes critères, donc qui sont basées sur deux facteurs. C'est assez simple, la motorisation, si vous êtes essence, diesel ou des motorisations alternatives, voire l'électrique, et après l'âge donc de la première immatriculation du véhicule. Et donc, genre critère 4, c'est pas très bon, quoi. Voilà, là, actuellement, on est montré du doigt. Paris vient de, enfin la zone du Grand Paris, c'est un peu compliqué, vient d'interdire les critères 4. C'est pas encore verbalisable. Or, Paris Intramuros qui avait déjà interdit les critères 4 il y a à peu près un an. Donc tout ça, voilà, crée un environnement qui complique bien sûr la problématique de la livraison parce que les utilitaires et les poids lourds, ils sont concernés par ces interdictions, notamment à Lyon, qui pour l'instant n'a pas encore mis en place de restrictions de circulation pour les véhicules particuliers, mais c'est déjà le cas pour les utilitaires justement, et donc cette problématique de la livraison. Et puis on s'aperçoit qu'à partir de 2024 aussi, il n'y aura plus, à Paris notamment, on a une interdiction de voir rouler des véhicules diesel, ce qui veut dire plus de camionnettes. Mais alors comment on fait justement pour faire venir des colis, pour livrer au quotidien? C'est quoi? C'est le vélo? C'est possible ça? Oui, alors là on voit forcément avec la crise sanitaire, donc a boosté très fortement la livraison de repas à domicile, de courses à domicile, et puis bien sûr l'explosion depuis plus longtemps maintenant du e-commerce et ces livraisons en ville qui sont de plus en plus massives. Finalement, l'an dernier, on a une explosion des livraisons par vélo cargo de plus 354%. Donc c'est vrai que ce chiffre il est énorme, mais c'est vrai qu'on partait aussi d'un niveau assez bas, mais ça montre quand même une vraie tendance sur ces livraisons. Donc voilà, vélo cargo. Ou voilà, d'autres modes. Il y a des scooters électriques aussi qui se développent en livraison. Moi, j'ai discuté par exemple avec le patron de Kirby, qui est donc une marque qui se lance sur ce secteur des scooters électriques. C'est tout récent, leur offre elle date d'à peine quelques mois. Et eux, ils proposent un scooter électrique avec un compartiment pour stocker les biens à livrer, potentiellement réfrigéré pour assurer des livraisons d'aliments alimentaires par exemple. Et ce qui m'expliquait, c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est que finalement par rapport à un vélo cargo qui demande quand même pas mal d'efforts physiques, même s'il y a une assistance électrique, ça entraîne finalement pas mal de rotation des livreurs. Alors qu'avec un scooter électrique, vous pouvez garder par exemple le même livreur pour la journée, il va pouvoir assurer ses tournées, il y a une autonomie qui est quand même suffisante pour effectuer plusieurs livraisons du dernier kilomètre. Et donc, après, il faut la structure de charge qui oui, c'est ça. Après, c'est l'entreprise. Voilà. Après, comme ça reste des
plus petite batterie que dans une voiture, Ouais. normalement le temps de charge est assez limité. Et puis surtout, on peut imaginer qu'on fait ses rotations sur la journée, on laisse le scooter à charger le soir. Et là, pour le coup, ça s'y prête plutôt bien. Et après, donc, ça va être intéressant de voir comment évoluent aussi les offres destinées aux entreprises pour pouvoir livrer grâce à des vélos cargo ou d'autres formes de véhicules. Et justement, les entreprises, il y a un certain nombre qui ont adopté des petites voitures. Alors, tu l'as testé, c'est l'Ami Cargo. C'est une petite voiture sans permis, mais en fait, qui permet justement de faire des livraisons en ville. Oui, donc elle a fait un peu le buzz, vous en avez peut-être entendu parler, donc c'est la Citroën Ami, donc cette petite voiture sans permis au look très atypique. Donc elle a été lancée Ça veut dire l'an quand tu dernier. dis atypique, en fait. En général, quand on dit atypique, c'est que c'est un peu laid. Non? Ça dépend, on va dire qu'il y a des fans et il y a des gens Il y a qui des trouvent fans et ça, des- ouais, on va ouais, dire ouais. que c'est pour rester en bon terme C'est vrai, c'est vrai. Bon, avec les fans de la Citroën Ami, mais en C'est tout un cas peu elle mimi, interpelle. on va dire. C'est assez drôle dans le paysage urbain de la voir. Et c'est vrai que donc là, l'Ami Cargo, le principe est assez simple. Ils ont supprimé la place passager pour faire une Ami utilitaire. Et donc la place passager est remplacée par un espace de stockage pour des marchandises. On avait rencontré aussi un fleuriste qui va s'en servir pour livrer des fleurs. Donc c'est vraiment un petit espace. Mais un des avantages qu'il nous a expliqué justement ce fleuriste parisien, c'est que de plus en plus de jeunes actifs n'ont pas le permis. Et donc une voiture sans permis, ça lui permet quand même de permettre à ses fleuristes, à ses employés de livrer en ville, ce qui avant il devait faire appel à quelqu'un extérieur, etc. Et puis il y a aussi ce look atypique. Citroën il propose la personnalisation totale de l'extérieur aux couleurs de l'entreprise à partir d'un certain volume, etc. Enfin, ça se négocie avec Citroën. Et c'est vrai qu'il vendait aussi le côté justement du look atypique et du support publicitaire en plus, où on voit finalement que ça dans la rue. Et si vous mettez le nom de votre marque, de votre entreprise dessus, ça fait quand même un support intéressant. Qu'est-ce que tu en penses de cette petite Ami? Je sais que tu l'as testée. Julien, qu'est-ce que... C'est très intéressant parce que déjà c'est un coût assez réduit, donc c'est vrai que Citroën met en avant le rapport prix protection performance et c'est vrai que c'est un peu ça aujourd'hui dans le panel de solutions proposées. C'est-à-dire que vous avez des vélos cargo qui vont être moins chers, mais aussi où l'utilisateur est moins protégé, enfin celui qui va conduire l'engin. Par rapport à un scooter électrique aussi, on a une meilleure protection, mais le scooter électrique offre peut-être plus de polyvalence, plus de cycles. Oui, c'est une alternative en fait. C'est une alternative dans l'offre, mais par rapport aux utilitaires électriques qui pour l'instant sont aussi très onéreux, ça reste une solution intéressante pour les professionnels qui veulent continuer à pouvoir livrer en ville ou se lancer dans ce business. Et donc, à côté des vélos cargo, demain, on retrouvera peut-être ces petites voitures oui. sans permis sur nos routes pour livrer, j'espère, François, me livrer un bouquet de fleurs quand même. Écoute, pourquoi pas, même deux, parce que tu les mérites. On va organiser ça Pauline, très vite. sans aucun problème. Et puis, c'est vrai qu'on commence à en croiser de temps en temps, dans Paris ou dans les grandes villes de cet Ami. C'est un véhicule étonnant. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Julien Bonnet, journaliste à BFM Business. Pauline, il est temps d'accueillir dans quelques secondes notre invité de En route pour demain. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. De la sécurité sur les nouvelles mobilités, du vélo électrique, du scooter électrique. Romain Flelou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur donc, de Cosmo Connected. Donc, c'est une société, une start-up qui crée en fait des petits éléments de sécurité à coller sur son casque quand on est pilote de deux roues. Vous investissez aussi dans les mobilités. Alors, je vais citer quelques noms qu'on connaît. Cowboy, les vélos. On a aussi Virtuo, ce système de location de véhicules. Récemment, Red Electric, donc des scooters. Pourquoi vous avez choisi la mobilité comme secteur principal pour investir? Bonjour. Écoutez, déjà, je pense que lorsque j'ai monté Cosmo Connected avec Frédéric Mège, mon associé, on est rentré dans un nouveau monde. On a réussi à rencontrer plein de startups qui étaient en train d'émerger pour changer un petit peu, je pense, l'envie de se déplacer, un côté un petit peu plus green aussi. Donc, j'ai rencontré plein de gens et j'ai réalisé que on allait se déplacer de manière différente, que ce soit en trottinette, en scooter ou en vélo électrique. Donc, c'était une super opportunité. Et puis, en plus, je le pratique. Donc, c'est toujours intéressant d'investir dans quelque chose qu'on aime faire. Et puis en plus, on se rend compte que la route est tracée, je dirais, pour tout ça, sans mauvais jeu de mots. Il y a encore énormément de champs à étudier pour améliorer les transports de demain, parce qu'on le voit, et on en parlait il y a quelques secondes quand vous êtes arrivé dans le studio, aujourd'hui, une ville comme Paris est impraticable, quasiment. Oui, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué de circuler dans les grandes villes, surtout en voiture. Je pense que les mairies aussi maintenant investissent beaucoup pour laisser de la place à tous ces cyclistes, ces conducteurs de trottinettes. Après, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Je ne pense pas que ce soit une mode.
C'est pas un effet de mode de faire de la trottinette. C'est pas un effet de mode de reprendre un vélo. Il y a des gens qui ont redécouvert le vélo et j'en fais partie et j'en prends plaisir. Donc je pense que il y a les pour, il y a les contre, mais la réalité c'est que ça va durer. Justement, ça fait pratiquement près d'une décennie que vous investissez dans les nouvelles mobilités. Qu'est-ce qui a vraiment changé par rapport à au moment où vous avez commencé? Quelles sont les tendances de fond qui, pour vous, ne feront qu'on ne reviendra pas en arrière? Je pense que c'est surtout, on a une autre perception de l'usage de ces mobilités, de ces nouvelles mobilités. Moi, quand j'ai eu 18 ans, je voulais tout de suite avoir mon permis et prendre la voiture. Sans paraître être vieux jeu, mais je pense que la nouvelle génération ou les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas forcément cette optique-là. Après, tout dépend où on vit. C'est vrai qu'il y a des régions de France où, à 18 ans, on piétine d'impatience pour avoir un permis parce qu'autrement, on ne bouge plus, quoi. Alors, je ne suis pas du tout anti-voiture, loin de là, parce que j'investis dans Virtuo et au contraire... Mais quand on est dans des grandes villes où il y a une structure de transport public qui est intéressante, c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple. Mais quand on est à la campagne, c'est vrai qu'à 18 ans, on est là, je veux mon permis. Je pense qu'on veut juste changer les usages. On n'aura peut-être pas forcément l'envie de posséder un véhicule, posséder une trottinette, posséder un vélo. Alors on a justement la possibilité... Ce qu'on appelle le multimodal en fait. C'est exactement ça. Le multimodal s'est développé et en zone urbaine bien sûr. Mais je pense qu'aussi, en zone rurale, on aura envie d'explorer la possibilité de louer une voiture pendant une semaine ou un mois et peut-être d'avoir plusieurs types de voitures. Au lieu d'avoir qu'une seule voiture sur un an avec toutes les galères que ça peut engendrer, là, hop, comme je louerais un City Scoot à Paris en 30 secondes, j'ai la possibilité de louer une voiture électrique. Demain, une 4 places. Un autre, ça sera peut-être une décapotable. Est-ce que vous croyez, alors c'est un peu loin ce que je dis, mais un Netflix des transports, c'est-à-dire qu'on donnerait une somme mensuelle pour accéder en fait à toute une panoplie en fait de modes de transport, de la voiture, de la petite voiture, du vélo, au scooter électrique, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place à votre avis? Après, on parlera de Cosmo Connected, mais ça pourrait être intéressant d'avoir votre point de vue sur ce sujet. Ce que l'on perçoit déjà aujourd'hui, c'est qu'on l'a vu avec Véligo et aujourd'hui avec Bloom, on a la possibilité donc pour 59 € d'avoir un vélo électrique, 2 € par jour. Est-ce que demain on l'appliquera à d'autres systèmes de mobilité? Pourquoi pas? Je pense qu'on va quand même se diriger. On a besoin de travailler avec les villes pour savoir comment va être la ville de demain, comment on va se déplacer. Est-ce qu'on aura des navettes autonomes? On parle de voitures autonomes. Moi, je suis plutôt persuadé que dans les grandes villes, on aura peut-être plus des systèmes de shuttle autonomes, donc des sortes de tramways plus petits d'ici même pas 10 ans. Donc, en fait, on le voit. Il y a vraiment quand même une vraie transformation urbaine au niveau de la mobilité et c'est super. Et ce dialogue, il existe vraiment? Parce qu'on a l'impression que finalement, les cyclistes campent sur leur position, que les piétons campent sur les leurs, que les automobilistes ne veulent absolument pas lâcher leur route et que finalement, si on veut passer, parce qu'on passe tous d'un moyen de transport à un autre selon le moment de la journée, selon ses envies, on n'a pas forcément non plus l'appli qui rassemble la possibilité de louer un vélo, prendre les transports, louer une voiture et finalement... Le dialogue ne se fait pas de manière très très fluide. Alors ça commence à arriver. Il y a des applications, je crois que c'est la RATP qui permet aussi de géolocaliser un certain nombre de trottinettes, d'engins électriques qu'on pourrait louer. Il faut aussi quand même comprendre que c'est arrivé il y a à peine 2-3 ans, surtout les trottinettes Lime sont arrivées en juin 2017, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été l'anarchie la première année avec le niveau des trottinettes. Donc, j'ai envie de dire, dans la Seine d'ailleurs. Beaucoup, oui, un peu plus loin. J'ai envie de dire qu'il faut quand même une période de transition pour tout le monde. Je pense que les trottinettes ont été relativement acceptées parce qu'elles ont joué le jeu avec les mairies, elles ont trouvé un système de parking, on ne peut plus les garer n'importe où, etc. Et au niveau de la guerre entre les piétons, les cyclistes et les conducteurs d'automobiles, il faudra quelques temps, peut-être quelques années pour que pour les grandes villes comme Paris deviennent peut-être acceptées comme une ville comme Amsterdam. Donc il faudra un petit peu de temps. Mais je pense qu'on va dans cette direction-là. Amsterdam, pour vous, c'est vraiment le modèle de la ville avec une mobilité fluide et plus douce, moins agressive?
Alors, je ne suis pas un expert d'Amsterdam, je sais juste qu'il y a une sorte de périphérie disponible à vélo, qu'on peut faire le tour de la ville à vélo. Je crois que c'est un peu le projet aussi de la maire de Paris. Je ne prends aucun parti ici, je constate juste que toutes les grandes villes européennes sont en train d'investir énormément pour changer leur infrastructure. Londres vient d'accepter les trottinettes, j'en ai fait avant-hier. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire en termes d'usage. On redécouvre une nouvelle ville. Bien sûr qu'on pouvait avoir sa propre trottinette, sauf que là, pareil, le free floating, le fait de pouvoir aller d'un point A à un point B. Surtout pour les touristes, c'est quand même pratique. Pour les touristes, et puis encore une fois, pour des gens qui veulent découvrir un certain type de mobilité. Romain, juste un mot. Est-ce que votre papa, parce que vous êtes quand même le fils de Alain Lafloulou, l'opticien, est-ce que votre papa suit un petit peu tout ça, tout ce que vous faites ? Oui, parce que déjà, j'ai investi en tant qu'angel il y a un peu plus de 7-8 ans. Et par la suite, j'ai aussi eu le soutien familial pour continuer. Et en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'investir dans les entrepreneurs de demain. Alors, bien sûr, dans la mobilité, pour aussi comprendre dans quelle direction on va, que ce soit dans les grandes villes ou ailleurs, et d'essayer de voir comment on peut les soutenir. Vous avez parlé de certains investissements, mais on est dans le monde de la mobilité, par le biais de la voiture, Cosmo Connected et autres, on a certaines synergies, et mon objectif, c'est d'aider un petit peu les entrepreneurs à ce qui déploient leur Combien leur d'entrepreneurs activité. vous soutenez en ce moment ? Une cinquantaine, on va dire ça comme ça. Une cinquantaine, voilà. Bravo. En tout cas, merci d'être passé par le plateau de En route pour demain, Romain Afflelou, Merci à tous les deux. business angel donc, et fondateur de Cosmo Connected. On reviendra sur ce casque connecté très étonnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est temps d'enchaîner avec notre essai maintenant, Pauline. Et l'essai de cette semaine, c'est une voiture électrique, c'est la Dacia Spring, qui a surpris tout le monde quand elle est arrivée, puisqu'elle bénéficie d'un excellent rapport qualité-prix. Voici l'essai donc de Julien Bonnet. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. La Dacia Spring débarque en France avec la spécialité de la marque roumaine du groupe Renault, des prix cassés. Elle devient en effet la voiture électrique la moins chère du marché avec son tarif de départ de 16 990 €, mais 12 400 € avec le bonus actuel. Côté design, on est sur un gabarit très compact entre une citadine et un SUV. Citadine pour la longueur de 3,73 m, donc c'est très pratique pour les manœuvres et se garer, donc c'est un vrai véhicule urbain. Et le côté SUV avec une garde au sol rehaussée à 15 cm. Nous, on l'a pour une petite semaine, ce qui va nous permettre de nous rendre compte notamment de son autonomie qui est annoncée à 230 km, donc ce qui est pas mal vraiment pour ce petit gabarit, et voir si c'est compatible avec les trajets quotidiens domicile-travail. Alors tout de suite, à l'intérieur, à quoi ça ressemble ? Premier détail un peu low cost, la clé de contact classique, ce qui est un peu surprenant sur une voiture électrique vendue neuve en 2021. À l'intérieur de cette Spring, on se sent relativement à l'étroit, mais c'est assez logique vu le gabarit très compact du véhicule. On a aussi un niveau de finition qui est assez bas de gamme, mais là aussi, c'est logique vu le prix de ce véhicule. On a quand même une petite finition avec un cerclage bleu autour des aérateurs et de l'écran tactile central. Et finalement, ce qui est remarqué dans cet intérieur, c'est ce contraste entre ce qui est très moderne et ce qui est assez archaïque. On en a déjà parlé, mais une clé de contact classique sur une voiture électrique moderne, c'est assez surprenant. Même chose pour les réglages de climatisation qui sont très basiques, une climatisation manuelle. Et à l'inverse, on va avoir des réglages de rétroviseur électriques et un écran tactile qui offre quand même la compatibilité avec Android Auto. On est prêt à partir pour cet essai pour quelques jours. On n'a pas beaucoup de réglages de siège, on peut que l'avancer et le reculer, on peut pas le régler en hauteur. Même chose, pas de réglage volant, la position de conduite est assez haute, ça correspond pas forcément à tous les gabarits. Pour moi, c'est plutôt correct. Donc premier kilomètre à bord de cette Dacia Spring. Sans surprise, les suspensions sont relativement fermes et le confort du siège assez spartiate, mais ça fait quand même l'affaire, ça reste correct sur des déplacements relativement courts du quotidien. Côté puissance, on a seulement 43 chevaux, mais ce qui est important, c'est que c'est une voiture électrique, donc le couple, il est disponible instantanément, et ça va nous permettre d'avoir une bonne capacité d'accélération, en tout cas sur la plage 0 à 50. Et rendez-vous dans quelques jours pour avoir les conclusions d'un essai plus longue durée.
Voilà, après une petite semaine d'utilisation, cette Spring nous a globalement confirmé ses qualités avec un comportement assez dynamique à basse vitesse et une garde au sol rehaussée qui se révèle assez efficace sur les obstacles urbains type Dodane. Côté autonomie, la promesse semble être aussi en rendez-vous. On a roulé une centaine de kilomètres, plutôt en ville mais aussi avec un peu de voie rapide. Et donc on a consommé en moyenne 14 kWh au 100 km, c'est plutôt un bon score. On était parti avec 173 km d'autonomie avec la batterie à 100% et logiquement on se retrouve donc avec une batterie où il nous restait 60 km. Ce matin, on l'a juste branché sur une prise classique pendant 2 heures et ça nous a déjà permis de récupérer une cinquantaine de kilomètres. Donc on peut estimer qu'on peut envisager une semaine avec des trajets quotidiens un peu classiques sans avoir à recharger cette Dacia Spring. Cette Spring ne manque toutefois pas de défauts avec une finition parfois approximative et une ergonomie qui reste très basique. Le manque de raccourcis au volant se fait sentir. On peut par exemple pas couper le son en un clic, mais c'est un compromis à accepter. Pour une voiture électrique citadine SUV, 4 places avec un coffre qui reste tout de même assez volumineux pour la catégorie. La proposition reste imbattable avec ce prix de départ, on le rappelle, de 12 400 €, bonus déduit. Après, cette Spring, c'est aussi un véhicule qui pose question. Elle est produite en Chine au moment où le gouvernement souhaite justement faire rimer électrification avec relocalisation industrielle. Et c'était donc un essai de Julien Bonnet et Elisa Wang. Et on part tout de suite en région. BFM Business et 01 TV présentent En route pour demain, en région. Avec notre dernier invité, c'est Olivier Binet. Bonjour Olivier. Bonjour. Et vous êtes le cofondateur de Carrosse. On va parler de covoiturage maintenant, Pauline. Exactement. Alors, le covoiturage, on le sait, on s'en sert souvent pour partir en vacances, pour faire des longs trajets, mais c'est vrai qu'on l'utilise... En plus, c'est bientôt là, les vacances. C'est bientôt, c'est pour ça, c'est le moment d'en parler, mais on s'en sert aussi de plus en plus au quotidien pour aller travailler. Alors des fois on s'arrange, moi par exemple je prends la voiture de François et puis c'est moi qui conduis et je l'emmène jusqu'au bureau. Mais le but c'est justement de vous, pouvez-vous nous expliquer sur Carrosse ce que vous faites dans le covoiturage ? Alors, Carrosse, c'est effectivement une solution de covoiturage qui est complètement adaptée au trajet quotidien. Donc, on fait des covoiturages en moyenne de 18 km et qui souvent vont venir compléter le réseau de transport public, c'est-à-dire qu'on propose à la fois des trajets en covoiturage de bout en bout, mais aussi pour faire ce qu'on appelle du rabattement, un bout de covoiturage, puis un bout de transport collectif pour rejoindre son travail. Donc, c'est vraiment ça notre métier, faire en sorte que les gens puissent efficacement partager leur trajet pour aller au travail le matin, rentrer le soir, et vraiment comme une forme de transport public, quelque part, au service des régions et des métropoles, pour faire en sorte que tous ces Français qui vivent ou qui travaillent en dehors des centres urbains, c'est-à-dire 70% des Français, et pour lesquels, quelque part, la voiture est un mal nécessaire, puissent avoir des solutions, puisqu'on sait que la voiture pollue énormément, on sait que la voiture génère des émissions de CO2, plus de 30% des émissions de CO2 aujourd'hui, et on sait que la voiture coûte extrêmement cher pour les particuliers, entre 5 et 6 000 euros par an pour chaque foyer. Donc c'est une alternative en fait au transport en commun. Hein. C'est pour ça aussi que en fait, ce service est fortement subventionné finalement. Moi, je suis utilisateur de votre service. Oui. Dans certains cas, je ne paierai rien du tout. Absolument. Alors, même plus qu'une alternative, c'est un complément, on va dire. C'est-à-dire que pour nos utilisateurs, ce n'est pas vraiment une alternative, c'est mettre du transport public à l'endroit où il n'y en avait pas. Et effectivement, pour le décideur politique, c'est une forme d'alternative parce que est-ce que je vais mettre des bus ou du transport à la demande, c'est-à-dire en gros des taxis, dans des zones peu urbanisées, périurbaines et rurales, ça va coûter très très cher à la collectivité puisqu'on comprend bien que le coût d'un bus, son amortissement, sa maintenance, les charges de personnel, etc., ramené à entre 0 et 10 personnes en moyenne dans le bus, ça coûte extrêmement cher à produire à la collectivité. Ou est-ce que je vais vers un système qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus léger en termes de coûts, puisque finalement, quand on accorde une petite participation financière à un conducteur qui de toute façon va travailler, exactement sur le même modèle que le covoiturage de longue distance que vous évoquiez tout à l'heure, je ne paye qu'un bout du trajet, et à ce moment-là, on génère pour la collectivité une forme de transport public qui est effectivement subventionné de manière assez importante par la collectivité, mais au final, en valeur absolue, ça représente des montants qui sont sans commune mesure avec le coût d'un réseau de bus. Voilà, ça permet aux régions de faire des économies, finalement. Ça permet aux régions et aux métropoles. N'oublions pas les métropoles qui ont la problématique d'opérer de la mobilité
à 5, 10, 15 km du centre-ville. Ça devient tout de suite très problématique dès qu'on est au-delà de la rocade qui fait le tour de Toulouse, de Grenoble, de Nantes ou toutes les villes principales. Et ça leur donne effectivement cette alternative pour créer une mobilité complémentaire. Et c'est aussi une solution finalement plus pratique, puisque plutôt que d'attendre un bus qui va passer une fois par heure, on peut beaucoup plus adapter facilement les trajets entre les utilisateurs. Absolument. En moyenne, sur Carrosse, vous avez 18 opportunités de covoiturage dans le quart d'heure auquel vous voulez partir, à peu près sur votre itinéraire. Vous êtes disponible dans quelle région ? Alors, on est effectivement disponible que dans certaines régions, puisque ce sont les endroits où on travaille pour le compte de la collectivité ou pour des gros employeurs. Il ne faut pas oublier que le monde du transport public travaille aussi pour les gros employeurs. Transdev opère des navettes privées pour des Airbus, etc. Donc on fait exactement la même chose. Et on opère du coup dans des grandes régions comme l'Île-de-France, la région Occitanie, la région Normandie, la région Pays de la Loire, et puis ensuite pour des grandes métropoles comme Marseille, comme Grenoble, comme Lens-Béthune notamment. Voilà, Carrosse avec un K, si vous voulez en savoir plus sur le web. Merci beaucoup Olivier Binet, vous êtes le cofondateur de Carrosse. Merci beaucoup. Pauline, François, c'était la fin de notre 3e épisode d'En route pour demain. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci de nous suivre en tous les cas, à la fois sur BFM Business, mais aussi sur 01 TV. On sera là donc le week-end prochain. À très vite. BFM Business et 01 TV présentent En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.